bienvenue. Donc, première chose à faire, vous éteignez les portables, vous enlevez le Wi-Fi, Bluetooth, vous les rangez, pas d'ordinateur, parce qu'ils vont être piratés. Vous mettez les mains dans les poches, bien sûr, vous écoutez. Pas de photos, effectivement, parce qu'on va récupérer les données. Donc, bienvenue pour cette dernière conférence autour de la cybersécurité des systèmes industriels. Je me présenterai à la fin, mais je vais d'abord laisser la parole à mes éminents confrères qui sont autour de moi pour se présenter. Ah, c'est mieux. Ou alors je vous présente, vous préférez quoi? Je vous présente. Donc, vous avez ici Florence Lecroc, donc charge de mission à la DRI, je ne sais pas ce que c'est, mais si déléguée régionale académique à la recherche, enseignante à l'IUT du Havre, spécialiste de cybersécurité industrielle. Ici. À mes côtés, voilà, Stéphane Bresson, donc chef de projet CCIRT, il vous expliquera ce que c'est que le CCIRT, mais vous verrez que c'est quand même un élément très intéressant. Et puis une très bonne initiative en matière de cybersécurité au niveau des régions. CCIRT qui sera en train de se déployer sur l'ensemble du territoire national, dans chaque région, va être doté d'un CCIRT, ou principalement, je pense que chaque région, il y aura un CCIRT. Donc ça sera l'occasion effectivement d'aborder avec lui l'origine et le pourquoi et quelle est l'utilité d'un CCIRT. Et puis donc, tout au bout là-bas, donc Charles Delarue, responsable technique OT, un vrai, un industriel. Quand même, c'est chouette. Quelqu'un qui va nous parler de cybersécurité industrielle, mais en vrai, et pas forcément nous, on voit ça un peu de haut. Donc voilà un petit peu, vous avez ici devant vous les principaux acteurs de la cybersécurité industrielle et qui vont avec vous pouvoir échanger sur ce sujet. Je vais d'abord donner la parole à Florence Lecroc qui va nous faire une présentation rapide, mais forcément très intéressante, effectivement, de la cybersécurité industrielle. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. J'appuie sur le bouton. Voilà, donc je vais vous présenter donc, la cybersécurité dans les systèmes industriels. Tout d'abord, ce que vous voyez ici, c'est un enregistrement donc, en direct des attaques cyber à travers le monde. Vous pouvez voir en fait les attaques, les pays d'origine, le type d'attaque et les cibles, les pays cibles en attaque cyber. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, en fait, c'est qu'on se rend compte que tous les pays sont concernés, que tout le monde est concerné aujourd'hui par la cybersécurité, et notamment la cybersécurité industrielle. Alors, je voudrais replacer en fait la cybersécurité dans le contexte de l'industrie 4.0 ou de l'industrie donc du futur. Et souvent, quand on parle de cybersécurité, on parle d'IT et d'OT. Pour l'IT, donc c'est l'information technology. On va retrouver dedans tout ce qui est en fait gestion et informatique des systèmes, des entreprises. Et dans OT, donc tout ce qui est donc operational technology, on va retrouver les protocoles donc industriels, on va retrouver les machines, on va retrouver les actionneurs, on va retrouver les capteurs, etc. et les robots et tout ça. Voici une représentation donc de l'usine du futur. On retrouve en bas la chaîne logistique avec l'arrivée des matières premières qui vont être transformées sur la chaîne de production pour ensuite arriver au produit fini qui est livré au client. Le client qui passe sa commande au niveau, par exemple par Internet, la commande arrivée au niveau de l'ERP et transmise ensuite au MES. Là, on se retrouve sur la partie IT du système qui ensuite va lancer l'ordre de commande de fabrication de l'objet en passant par le système de supervision et on arrive sur toute la partie donc OT avec les automates. On va retrouver les robots et on va retrouver en fait sur cette représentation les différents termes donc de l'industrie du futur avec par exemple M2M, donc les machines qui vont discuter entre elles et qui vont discuter à travers les réseaux. On va retrouver les IoT, donc les IoT, mais industriels, qui vont également donner des informations qui vont remonter jusqu'à l'ERP via le réseau. On va retrouver la virtualisation avec le jumeau numérique, qui va être une représentation exacte, mais virtuelle, donc de tout notre système industriel. On va retrouver du RFID, on va retrouver des systèmes donc avec le Wi-Fi. On va avoir un système industriel qui va discuter avec un autre système industriel via le cloud. Et surtout, ce qui est commun à tous ces systèmes-là, ça va être
fait la connexion et le réseau, et comment sécuriser finalement notre système par rapport à l'extérieur, comment sécuriser tout ça, alors qu'on aura de plus en plus d'entrées en fait dans les systèmes. Alors je vais vous présenter des exemples d'attaques cyber. Tout d'abord, le jeune à capuche. Donc ça s'est passé donc en Pologne en 2008. C'est un jeune de 14 ans qui s'est introduit en fait dans l'entrepôt où on entretenait en fait les tramways. Il a regardé comment ça se passait. Ensuite, il est rentré chez lui. Il a pris une télécommande de télévision. Il a changé les petites résistances à l'intérieur. Ensuite, il s'est retrouvé donc sur le poste d'aiguillage. Il a lancé des commandes pour changer en fait l'aiguillage, ce qui a entraîné le déraillement des 4 tramways avec 12 personnes qui ont été blessées lors de cet accident. Un autre exemple, là ça va être une attaque étatique. En fait, c'était pour le pipeline qui reliait la Géorgie à la Turquie. C'est donc des hackers russes qui ont attaqué en fait le système. Ils ont profité des systèmes des vidéosurveillance qui n'étaient pas protégés par le Wi-Fi. Ils sont introduits donc dans le système qui était sur le même réseau que toute la production, le système de production. Ils se sont introduits dans le système pour aller désactiver toutes les alarmes du système, donc industriel. Ensuite, ils sont introduits sur le système pour faire augmenter en fait la pression dans le pipeline pour obtenir jusqu'à une explosion, ce qui a entraîné en fait $1 million de pertes pour l'exploitant. Ensuite, nous avons ici un empoisonnement de l'eau potable. Ici, c'est le cas de personnes qui ont été licenciées dans une entreprise, donc étaient mécontentes contre l'entreprise. Ils sont passés par-dessus les barbelés pour ensuite aller sur un poste de commande et changer les valeurs directement au niveau de la supervision, donc pour changer les réglages de taux de fluor et de chlore pour rendre l'eau impropre à la consommation. Ça s'est passé donc aux USA en 2013. Ensuite, ici, c'est un exemple avec les narcotrafiquants. C'était découvert en 2011 au port d'Anvers, en Belgique. En fait, ils avaient introduit un verre dans un email qui était envoyé donc aux personnes qui géraient le système pour surveiller les déplacements des conteneurs. Ils choisissaient le voyage qui était intéressant pour eux. Au départ, en Amérique du Sud, ils mettaient la drogue dedans. Ils récupéraient en fait les conteneurs qui les intéressaient, donc arrivés donc en Europe. Ils récupéraient la drogue directement. Il a fallu 2 ans pour démanteler tout le système. Alors ici, c'est donc une chronologie des différentes attaques sur les systèmes industriels. On a l'habitude de dire que ça a démarré en fait en 2010 avec Stuxnet, qui était une attaque étatique également. Donc c'était l'Israël et les États-Unis pour bloquer finalement le programme de l'Iran, donc de production, l'enrichissement d'uranium de l'Iran. C'est des systèmes donc de chez Siemens qui avaient été attaqués. Ensuite, en 2013, on avait donc Avex, qui est c'était des Russes également qui avaient attaqué. Donc, c'était les systèmes de fournisseurs d'énergie aux États-Unis et dans le nord du Canada, au Canada, avec plus de 1000 entreprises qui avaient été touchées par ce virus. Black Energy, en 2015, 23 décembre, c'est donc en Ukraine avec l'arrêt de l'énergie, de distribution d'électricité pendant 6 heures dans toute la ville de l'Ukraine, avec 2,5 millions de personnes qui ont été coupées de l'électricité. En 2016, à nouveau, Industrier, ça a duré encore 1 heure, mais c'était le même principe, mais ça n'a duré qu'1 heure. Petya aussi est cité dans les attaques informatiques sur les systèmes industriels, parce que même si ça a été un ransomware qui a été distribué à tout le monde, les systèmes industriels aussi ont été touchés. En 2017, on retrouve donc WannaCry le vendredi 12 mai avec 400 000 ordinateurs à travers le monde qui ont été touchés, près d'$1 milliard de pertes pour les entreprises. Là également, on a Renault qui a été touché, FedEx également qui a été touché. En juin, on a une NotPetya avec 100 000 ordinateurs qui ont été touchés. Alors on l'a appelé NotPetya parce qu'on pensait au départ que c'était quelque chose qui ressemblait à Petya, mais en fait, ce n'était pas un ransomware, il détruisait directement toutes les données, donc on l'a appelé NotPetya. La société Maersk a été bloquée pendant près de 2 semaines, donc tous les ports où ils étaient installés n'ont plus fonctionné en fait. Et puis au mois d'août, on a eu le virus Triton qui est apparu.
Alors celui-là, je vais plus le détailler parce qu'en fait, c'est le premier virus qui a attaqué un système de safety. Donc en fait, il y avait la volonté non seulement de détruire le système industriel, mais également de blesser des personnes, voire même de tuer des personnes. Donc ça s'est passé donc, en août 2017 et c'était le complexe pétrochimique de Petro Rabigh en Arabie Saoudite qui était visé. Le virus a été introduit dans le système avec une pièce jointe dans un fichier Excel. Il a permis d'ouvrir ce qu'on appelle une porte dérobée sur le système, ce qui a permis en fait aux attaquants de rentrer sur le système, de faire ce qu'ils avaient à faire et même dans le temps de mettre à jour les fichiers qu'ils avaient installés dans le système. L'attaque n'a pas abouti. Pourquoi ? Et on va voir plus tard pourquoi elle n'a pas abouti. Mais on s'est rendu compte, en fait, comme elle n'avait pas abouti, on a pu remonter en fait, dans le temps et voir tous les fichiers qui étaient présents dans la machine. Et on s'est rendu compte que dès 2014, les fichiers avaient été prévus pour être installés sur les machines et ils avaient été introduits dès 2016 dans le système. Donc, en juin 2016, il y a eu une première attaque qui a été lancée. Comme c'était un système de sécurité, il s'est mis en défaut. Ils ont relancé le système. Et au mois d'août, à nouveau, deuxième attaque. Mais là, les gens se sont méfiés. Ils n'ont pas compris pourquoi le système se remettait en défaut comme ça. Ils sont allés plus avant et donc ils ont découvert l'attaque. En fait, ce qui les a sauvés, c'était une mauvaise connaissance des hackers du système. C'est-à-dire que le système Triconex a une triple redondance dans son système. Donc il faut que le même signal arrive sur 3 voies différentes au niveau de la CPU pour pouvoir, en fait, bloquer le système, enfin protéger le système. Alors bien heureusement, il existe des solutions. Tout d'abord, donc je vais quand même revenir sur les vulnérabilités. Il faut surtout avoir du personnel qui soit sensibilisé aux risques cyber. On dit toujours que 80% des attaques cyber pourraient être évitées si les gens faisaient attention à ce qu'ils font. Donc il faut protéger, donc il faut sensibiliser les gens, que ce soit dans les bureaux, que ce soit au niveau des services de maintenance, partout, il faut former les gens à la cybersécurité. Il faut voir et faire attention donc aux mauvaises configurations des pare-feux, il faut faire attention donc aux réseaux qui sont mal configurés, attention aux clés USB, ne pas utiliser de clés USB bien évidemment, faire attention aux mots de passe par défaut. Alors les solutions, les voici. Donc, premièrement, il faut bien faire une bonne segmentation des différents réseaux. Par exemple, si vous avez un réseau qui sert pour faire la vidéosurveillance, ne mettez pas en même temps sur le réseau de production de votre système. Il y a éventuellement mettre des firewalls pour séparer les différents réseaux. Il faut mettre une zone qui va séparer votre partie IT de votre système OT, donc on va appeler ça une zone DMZ. On va pouvoir installer des firewalls à droite à gauche pour séparer en fait les différents systèmes. Et puis surtout mettre à jour les différents éléments, que ce soit les PC, que ce soit les automates, tous vos systèmes, les mettre à jour. Alors il existe aussi des outils pour protéger les systèmes. Donc par exemple, il y a le système donc, pare-feu de chez Storm Shield. Mais il y a aussi d'autres systèmes équivalents donc, de pare-feu industriels qui vous permettent de faire une segmentation et de séparer donc, et de permettre des discussions entre appareils, je dirais, soit sur les adresses IP, soit éventuellement sur les protocoles industriels. On va retrouver des diodes réseau qui vont permettre d'avoir des remontées de données uniquement dans un sens, tout comme une diode électronique, mais ne vont pas passer dans l'autre sens. On aura un seul flux pour les données. On peut avoir des sondes qui vont écouter ce qui se passe sur le réseau et qui vont éventuellement remonter des alarmes telles qu'on le voit ici quand une machine va se mettre à discuter avec une autre alors que ce n'était pas prévu qu'elle discute entre elles, par exemple. Ou bien alors, ils vont également vous indiquer si vous avez, par exemple ici, vous avez votre automate Schneider. On le sait qu'il y a une vulnérabilité qui est sortie et il va vous signaler que votre automate n'est pas donc préparé à cette vulnérabilité. Bien évidemment, vous avez les référentiels de l'ANSSI qui sont très bien faits et vraiment, je les recommande toujours, même pour les systèmes industriels. Et puis en conclusion, surtout, je dis, il faut sensibiliser et former les personnels, que ce soit de n'importe quel niveau. Alors pour ça, vous avez le MOOC de l'ANSSI qui est très très bien fait, qui va vous donner également une attestation de suivi, qui est reconnue à travers la France entière. On parle toujours de Security by Design.
n'est-ce pas? Donc il faut penser la cybersécurité dès le début des projets. Et c'est une démarche qui est progressive, c'est-à-dire que allez-y doucement, parce que ça fait peur la cybersécurité, mais voilà, il faut le faire petit à petit. Faites-vous aider par les PASI, donc c'est les prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information, qui sont qualifiés par exemple par l'ANSSI. Et puis, bien sûr, faites une veille technologique par rapport à tous ces systèmes. Voilà. Tout est dit. Donc on peut y aller, hein, maintenant vous savez tout. Non, mais effectivement, en gros, tout a été dit. Maintenant, je vais vous poser quelques petites questions, parce que ce que vous dites, ça m'amène quand même à quelques réflexions. Et notamment, ce que j'entends souvent, les industriels disent, bah oui, mais d'accord, c'est très bien tout ça, mais moi je fais de la sûreté de fonctionnement. C'est suffisant? Hein, voilà. Qui peut répondre? Moi, je fais de la sûreté de fonctionnement. Mes machines sont équipées. On a fait de l'analyse de risque, sûreté de fonctionnement, on fait de l'AMDEC et tout ça. Donc, après tout, on risque rien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Faut bien séparer les choses. Il y a la sûreté de fonctionnement et la sécurité. La sûreté de fonctionnement, ça va être la confidentialité, la maintenabilité de mon process. Et puis après, vous avez la sécurité réseau. La sécurité réseau, dans le monde industriel, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'on ne va pas implémenter de la sécurité réseau pour se faire plaisir et pour mettre en place de la sécurité réseau. Elle doit amener à une augmentation de la maintenabilité et de la fiabilité du process. Donc c'est bien deux choses qui sont complémentaires et l'une va apporter l'autre. Donc la cybersécurité va apporter une maintenabilité supérieure au niveau de son procédé. Et d'ailleurs, on discutait pendant cette heure, mais on positionne bien le curseur de la cybersécurité en fonction d'un certain nombre de paramètres qui amènent vers cet objectif. Je peux peut-être compléter la vision. Ouais, je dirais juste un truc, c'est que la safety, c'est protéger l'homme de la machine, alors que la cybersécurité, c'est protéger la machine de l'homme. C'est une façon de voir, effectivement. Peut-être pour compléter la présentation, d'ailleurs, la présentation aborde beaucoup le comment on attaque et comment on défend, quelque part. Ouais. Mais la question qui peut se poser et qui va permettre aussi peut-être de séparer les variables entre safety et sécurité, c'est de dire, mais pourquoi? Et en répondant aussi à la question pourquoi, ça va aussi nous permettre de vous expliquer que tout le monde est concerné. Hein, contrairement peut-être à une idée reçue que finalement la cybersécurité entre guillemets, c'est bon pour les grands groupes et les grandes entreprises. Non, ça concerne vraiment tout le monde. Et alors, pourquoi ça concerne tout le monde? Parce qu'il y a plusieurs philosophies derrière les attaques dont on a parlé. Il y a une philosophie avec des effets très visibles. Hein, on a vu des aspects qui peuvent amener même à des notions de terrorisme et de piratage. Hein. Par exemple, l'empoisonnement de l'eau qu'on a vu là aux États-Unis, effectivement, a vraiment une vision quasiment de terrorisme. Hein, pour les autres effets qu'on commence à beaucoup voir depuis un an ou deux, c'est les effets de bloquer le système, qu'il soit IT ou OT d'ailleurs, à des finalités, on va dire, économiques, c'est-à-dire une rançon pour débloquer le système. Vous nous payez une rançon et peut-être qu'on débloquera le système. Mais il y a aussi une vision où, justement, on ne veut pas que les effets soient visibles. Et pour une industrie, ça peut être important. C'est aussi protéger l'information à des fins de concurrence déloyale, cette fois-ci, de surveillance, d'innovation, de choses comme ça. Et c'est là aussi où, là, c'est plus du tout une question de safety. Là, on est vraiment... le système est surveillé. On l'a vu dans un des exemples. Depuis 2-3 ans, il y a eu des implantations de logiciels de surveillance sans que personne ne le sache, et puis tout à coup ça se déclenche. Et je sais que dans certains exemples qu'on connaisse, le truc était implanté depuis quasiment une dizaine d'années, uniquement pour capter de l'information. Et là, c'est vraiment l'objectif, et surtout que ça ne soit pas visible. Et donc, je crois qu'aussi la différence vient aussi de cet objectif final. Hein. Soit on a vraiment on va dire des voleurs, des pirates au sens, voilà, on veut faire de l'argent là-dessus. Et puis vous avez des terroristes, et puis vous avez aussi des gens qui font du piratage, mais industriel, quoi, en gros, qui là n'ont pas envie d'être visibles. Donc, et c'est sur ces cas de figure aussi, il faut vraiment se protéger à différentes échelles, parce que encore une fois, les finalités sont pas du tout les mêmes. Donc, et le fait de faire de la safety, alors là, ne suffira largement pas, en particulier dans le dernier cas, à voir des choses, à se protéger, et donc à protéger son information cette fois-ci, hein, et pas seulement son système. Donc déjà, c'est un premier éclairage. Deuxième question qui me vient à l'esprit par rapport à tout ça, c'est la mixité effectivement des lignes de production.
Hein, on sait tous qu'une ligne de production, c'est pas forcément quelque chose de neuf. Hein, vous avez tous des lignes de production qui sont anciennes, où on rajoute au fur et à mesure des nouveaux équipements issus de différents fournisseurs. Comment vous, de votre côté, vous voyez effectivement l'impact des exigences cyber dans les évolutions des outils de production? Ça, c'est encore une question piège, peut-être, je ne sais pas. Pour l'industriel, oui. Effectivement, une usine, c'est pas hétérogène en termes de produits, de marques, mais aussi dans le temps, parce que ça évolue beaucoup dans le temps. Donc, aujourd'hui, le conseil que je donnerais, alors, quand on est sur un réseau OT, on est sur de l'Ethernet, donc par principe, c'est un réseau qui est plutôt ouvert. Après, les bons principes de base, c'est d'utiliser des produits qui, si possible, sont de fabrication plutôt européenne, pour éviter les backdoors, dont on commençait à discuter. Si possible, plutôt s'orienter sur des produits avec un certificat de sécurité de premier niveau délivré par l'ANSSI, où là, on a une garantie supplémentaire qu'éventuellement, il n'y a pas de malfaçon du code, pas de backdoor, pas de choses comme ça derrière. Et derrière, de pouvoir, puisqu'on parlait tout à l'heure, Florence parlait tout à l'heure de conception in-design, il y a la conception in-design cybersécurité du produit et puis aussi de la topologie réseau. Enfin, moi, je le considère comme ça. Et on va pouvoir, justement, sur un produit réseau CSPN, l'ANSSI accompagne ça. C'est quoi CSPN? Alors, CSPN, c'est certificat de sécurité de premier niveau. L'ANSSI accompagne ça d'un certain nombre de recommandations de mise en pratique. Et on va pouvoir, justement, créer notre topologie réseau par rapport à ces différentes recommandations, qui ne sont pas forcément toutes implémentées, mais en tout cas, c'est une bonne base de travail, et pouvoir construire autour de ça un réseau qui va être standard. Donc, qui dit standard dit que c'est ouvert et que ça va accueillir un maximum de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'ANSSI, lorsqu'il donne un certificat de sécurité de premier niveau, se base sur des performances et sur des standards. Et évidemment, la cybersécurité ne peut être appliquée que sur des méthodologies et des protocoles et des mécanismes standards, puisque ce qui n'est pas standard n'est pas évaluable, clairement. Donc, ça veut dire qu'il faut faire confiance à ses fournisseurs. Quand même. D'accord, mais alors comment, question intéressante, comment en tant qu'industriel, et je pense que vous êtes tous concernés sur ce sujet, comment vous, par rapport à vos fournisseurs, vous pouvez effectivement évaluer, valider, ou voire même choisir, ou voire même définir des exigences dans la conception de vos produits que vous allez mettre dans vos lignes de production? Vous avez des produits qui sont certifiés, qualifiés par l'ANSSI. Par exemple, chez Siemens, vous avez des produits qui sont certifiés et qualifiés par l'ANSSI. Vous avez Stormshield qui va aussi avoir des produits qui sont certifiés et qualifiés. Enfin, vous avez toute une gamme de produits qui sont nommés donc, sur le site de l'ANSSI. Vous allez retrouver tous ces produits-là. Après, c'est cher, oui, mais la cybersécurité, c'est toujours cher. Mais quand je vous montre aussi les prix que... Hein, voilà, c'est... La cybersécurité, c'est toujours cher tant qu'on pense qu'on n'en a pas besoin. Et le jour, effectivement, où on a une perte d'exploitation, qui peut chiffrer en centaines ou en millions d'euros, on s'aperçoit, moi, le réseau le plus cher que j'ai vendu, c'est un réseau enfin, les réseaux les plus gros industriels, il y a typiquement une centaine de switches. Grand maximum, on est sur 200-300 switches. Donc même si vous mettez 1500 € par switch, vous arrivez à des sommes qui sont assez faibles quand même, néanmoins, par rapport à ce que peut faire subir comme préjudice une attaque avec un déni de service sur une usine de plusieurs semaines, comme on a pu le voir ces dernières années. Et aujourd'hui, on est certain, on peut dire aujourd'hui, c'est pas je vais peut-être être attaqué, on est certain maintenant que tout le monde va être attaqué, maintenant on ne sait pas exactement quand. Oui, pour reprendre ce que dit Guillaume Poupard, qui est président, voilà. Directeur de l'ANSSI, la question c'est pas est-ce que je vais être attaqué, c'est plutôt quand. Et c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, en plus, les industriels ont besoin d'être vraiment sensibilisés, ils le sont de plus en plus, mais ils ont besoin d'être de plus en plus sensibilisés. La problématique, c'est que moi, j'ai encore en face de moi des gens qui me disent « mais je suis sur un réseau fermé, il n'y a pas de problème, tout va bien, je suis cybersécurisé ». Tout à l'heure, dans la présentation de Florence, on a vu Stuxnet, qui est arrivé en premier. C'est le premier verre qui attaquait effectivement des systèmes Siemens. Ce verre-là était transmis par une clé USB sur un réseau complètement fermé, parce qu'il n'y a pas plus fermé qu'une centrale d'enrichissement d'uranium. Donc ceux qui se croient encore protégés parce qu'ils ont un réseau fermé, bon bah écoutez, pourquoi pas. Ok, maintenant on va se positionner dans une autre configuration. Vous êtes industriel, vous avez votre ligne de production et vous faites appel à un intégrateur. Il n'y a pas forcément des diodes, il n'y a pas forcément des routeurs, ça fait partie de sa mission
Lui, il est là pour faire une machine dans laquelle il va intégrer des automates, il va intégrer des PC, il va intégrer... Moi, j'ai vu des fois des cartes à Raspberry sur des lignes de production et une certaine mixité en termes d'équipement. Comment cet intégrateur va pouvoir intégrer des exigences cyber par rapport à son client? Comment ça se passe? Comment vous voyez les choses, vous? Je pense que c'est Florence qui va pouvoir répondre. Il y a une grande partie de formation des gens à avoir, c'est-à-dire que il y a des gens qui intègrent, il y a des gens qui développent des outils, etc. De plus en plus, il va falloir qu'ils aient eux-mêmes la notion, ça a été inscrit de cyber by design, c'est-à-dire d'intégrer cette brique sécuritaire dans ces développements numériques au sens large qu'ils développent, parce que de plus en plus, la brique sécuritaire va devenir en quelque sorte elle-même une exigence. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais par exemple dans une chaîne donneurs d'ordre sous-traitants, etc., d'intégrateurs, de fournisseurs, etc. Et donc effectivement, pour intégrer ça, il faut déjà soi-même être insensibilisé, ça a été dit, même si je suis un peu un spécialiste du numérique, mais est-ce que je suis bien sensibilisé à la sécurité qui va avec? Et deuxièmement, d'apprendre à le faire. Et donc effectivement, et je pense qu'il y a des bonnes formations, et surtout en région là-dessus, mais je crois que c'est une partie de la réponse, elle est là, sensibilisation et formation des gens, puis ensuite apprendre les techniques bien sûr, et apprendre aussi à utiliser les outils. Je regarde les gens, les fournisseurs dans la salle qui sont là, aussi bien sûr à apprendre sur ces outils-là, mais effectivement apprendre, je crois que c'est une des premières briques essentielles. Tout à fait, c'est vraiment la première brique, c'est apprendre, mais c'est pas que pour les... Bon, bien sûr, je forme les étudiants au sujet de la cybersécurité industrielle, mais les industriels aussi, moi je leur recommande aussi de faire des formations et des sensibilisations. Et moi je me déplace beaucoup en région, en fait, à droite à gauche, pour faire des présentations, pour sensibiliser les gens sur la cyber. Et je recommande, il y a différentes formations, même pour, enfin je veux dire les adultes, non, mais pour les professionnels, qui vont être faites, par exemple, ETN a une très bonne formation sur le sujet, Siemens fait également des très bonnes formations, il y a Schneider qui fait également des très bonnes formations sur la cyber industrielle, Storm Shield fait aussi des formations, enfin on peut trouver des tas de choses intéressantes, vraiment très intéressantes. Et après une deuxième partie de la réponse, c'est-à-dire une fois que le produit numérique est développé, essayer de vérifier qu'effectivement qu'il est assez solide vis-à-vis de la cyber. Et là, à l'autre bout de l'échelle, vous avez aussi des centres en gros d'évaluation qui sont aussi là pour venir tester et évaluer ces dispositifs électroniques, numériques, etc. que on se propose de vendre et de mettre sur une chaîne production, par exemple, et de vérifier à travers un certain nombre de tests, par exemple des tests d'attaque. Il y a des entreprises très spécialisées pour faire ce genre de prestations, de venir tester si les dispositifs sont assez solides vis-à-vis d'attaques standard en gros. On a même par exemple dans la région, pour en citer une, des entreprises qui utilisent eux-mêmes des hackers, donc a priori des gens méchants, mais qui l'utilisent de façon éthique, donc des hackers éthiques. L'entreprise s'appelle par exemple Yes We Hack, pour venir tester comme ça que ce soit l'OT ou l'IT, pour voir si votre système il sera jamais parfait bien sûr en termes de sécurité, mais au moins il est assez solide, et donc ça permet de consolider, soit du côté de l'industriel, soit du côté du fournisseur, effectivement, qui peut aussi se faire certifier, labelliser sur ses produits. Ok. On va en venir, si c'est trop tard, il faut faire appel au CSR. Donc si je résume bien, il est très important d'intégrer les exigences cyber entre les relations donneurs et sous-traitants. Ça fait partie des règles du jeu. Si on n'intègre pas effectivement le langage cyber et les exigences cyber entre l'industriel et sous-traitant, on prend un risque. Oui, il y a un risque et il y a une part de confiance qu'il faut avoir, mais alors la confiance, il faut la construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup de maturité. Alors, je prends l'exemple d'ETN. On travaille aujourd'hui selon les normes ISO 27001, par exemple, et à côté de ça, puisqu'on a des clients à profil OIV ou OSE, donc opérateurs de services essentiels ou opérateurs d'intérêt vital pour l'État, on se doit de pouvoir garantir un certain niveau de confidentialité, de cloisonnement dans les échanges d'informations, par exemple. Et on a mis en place des postes à diffusion restreinte, donc cloisonnés, des postes blancs, qui nous permettent d'échanger un certain nombre d'informations. Donc ça crée un climat de confiance assez propice justement à pouvoir discuter un peu plus librement des besoins et des attentes de nos clients. Mais effectivement, il faut construire ce cercle de confiance. Je disais un aparté à Charles tout à l'heure que finalement, le message qu'on voudrait vous faire passer, c'est de dire, on parle toujours de la menace cyber,
Prenez plutôt la terminologie l'opportunité cyber pour faire mieux, faire de l'amélioration continue de nos entreprises, avoir des outils plus solides, plus costauds, parce que quelque part on le sait, hein, les donneurs d'ordre de plus en plus vont être exigeants sur ce niveau-là. Et donc ceux qui s'y seront préparés, les premiers en tout cas, auront une valeur ajoutée et un niveau supplémentaire dans les degrés d'exigence, dans les appels d'offres, etc. Donc pensez ceci sous cet angle-là, l'opportunité de la cyber peut-être. Vous avez cité la 27001, 001, 27 000. Il y en a d'autres, apparemment secteur assez normatif, ou en tout cas des normes sont en train de se mettre en place. J'ai en mémoire la 62443. Le N 303 600, je ne sais plus combien pour les outils, et on peut en citer plein. Alors, je pense que Florence pourra nous en dire encore beaucoup plus. Non. Le piège. Alors, c'est vrai que c'est un milieu qui est très normalisé, avec beaucoup de normes qui gravitent. Alors, vous avez la 27001, effectivement, qui est sur l'organisation de la cybersécurité au sein de l'entreprise, hein, avec l'identification des biens, les plans de continuité d'activité, etc. etc. Vous avez la 62443 qui, elle, est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, je dirais, dédiée au monde industriel, qui est vraiment faite pour, qui, elle, s'applique aux opérateurs, aux intégrateurs et aux fabricants. Donc elle est très intéressante parce qu'il y a un petit morceau pour tout le monde et celle-ci est vraiment très très bien faite pour nous. Voilà, donc si je peux donner un conseil, c'est d'acheter des produits qui sont issus de fabricants qui sont certifiés 62443. Après, au niveau des opérateurs, ça vous regarde parce que c'est vous qui allez les voilà. Et pour les intégrateurs, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup qui se targuent avec la 62443 parce que c'est assez lourd néanmoins à avoir. Mais ça arrive et moi, j'ai pas mal de clients intégrateurs qui commencent à s'y intéresser de très très près. Alors, pour la 62443, petit conseil, attendez quelques semaines ou quelques mois. Je vais faire un peu ma pub, puisque au sein de Captronic, nous travaillons avec le CETIM, la FIM, l'ANSSI et quelques industriels, justement sur l'élaboration d'un guide pratique de mise en œuvre et de démystification de la 6243, qui va donner lieu après à des fiches beaucoup plus pratiques, comme ça a été expliqué, fiches pour effectivement le maître d'ouvrage, fiches pour le sous-traitant, une fiche à destination des achats, fiche à destination des différentes parties de l'entreprise, pour savoir un petit peu quelles sont les procédures à mettre en œuvre. Mais je suis entièrement d'accord, la 62443 est une norme assez intéressante, assez transversale quand même, qui fait le lien entre la 27000 et puis la sûreté de fonctionnement. Et c'est peut-être une des seules qui arrive à faire ce lien avec des exigences assez intéressantes. Autre point important, puisqu'on parlait de l'aspect norme, et puis après on parle la suite, il faut savoir que la directive REACH, pour ceux qui font de l'électronique, est en train d'évoluer, puisqu'on est en période transitoire actuellement. On a 30 mois de transition avant que le couperet tombe. La RID va intégrer 3 exigences cyber. Dans 30 mois, les fabricants d'IoT qui n'auront pas intégré des exigences cyber ne pourront plus avoir le marquage chez eux. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc c'est une période transitoire pour l'instant de mise à niveau. Les laboratoires sont en train de se préparer, le LCIE, Emitech et autres, ou CERMA sont en train de se former pour pouvoir mettre en place effectivement des tests et des procédures de tests et d'audit. Mais sachez qu'il y a le côté entre guillemets régalien qui commence à tomber et ça va faire très mal. Et pareil au niveau de l'automobile, puisque là c'est déjà tombé, il y a l'R 155 effectivement qui commence à taper très dur pour tout ce qui est système automobile embarqué avec des exigences cyber assez importantes. Donc effectivement le côté normatif est très très intéressant, il faut le suivre et notamment pour les concepteurs, il faut le suivre parce que c'est peut-être là où il y aura les prochaines évolutions. Ça va concerner effectivement les gens qui font du code, les gens qui font de l'électronique, qui font du design, parce qu'ils seront les premiers concernés, et c'est normal, puisqu'ils sont les premiers à être dans la boucle cyber, ce seront les premiers concernés pour la mise en œuvre d'exigences cyber. On a parlé de tout ça, maintenant, comme on a dit, la peur n'évite pas le danger, de toute façon on risque toujours un jour d'être attaqué, maintenant il se passe quoi? On fait quoi quand on découvre un méchant virus, un méchant verre dans notre système, ou que, par exemple, c'est arrivé à une entreprise, elle apprend un matin que son serveur, en tout cas la OVH, a complètement déconnecté ses serveurs parce qu'en fin de compte, ils ont découvert des choses pas catholiques dedans. Je suis industriel, je fais quoi? Premièrement, il faut débrancher le réseau et ensuite il faut téléphoner à Stéphane. Alors attention, on débranche le réseau, mais on le garde, on ne coupe pas l'ordinateur.
Ça, c'est une règle de base, ne jamais couper un PC, enfin les serveurs, il faut garder une trace. Mais après, effectivement, on appelle le CCERT le plus proche qui va nous expliquer ce qu'il faut faire. Je sens qu'il est temps de démystifier ce sigle CCERT qui a été utilisé plusieurs fois. Et effectivement, débranchez mais ne coupez pas, parce que on a beaucoup parlé tout à l'heure dans les solutions techniques, mais il y a aussi des gestes à faire qui sont des gestes dits de judiciarisation, parce que qui dit attaque dit porter plainte. Et donc, il faut aussi le droit de la preuve, etc., vis-à-vis de votre assureur, vis-à-vis de plein de choses. Donc, effectivement, le fait de ne pas éteindre la machine permet aussi de conserver les logs, conserver les datas, etc. Alors, pour ce faire, on a parlé plusieurs fois d'un organisme, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, un organisme d'État qui a été mis en place pour venir secourir, on va dire, les entreprises en cas d'attaque, avec un réseau d'experts assez grand, on va dire. Mais cette agence est surtout dédiée, tu l'as dit, Charles, en fait, aux entreprises dites d'intérêt vital ou qui ont un intérêt stratégique pour la France. Ou de certains temps, à l'autre extrémité du public, on va dire, un autre organisme a été mis en place qui s'appelle cybermalveillance, qui permet de venir déclarer un incident, en particulier si je suis citoyen lambda ou toute petite structure. Mais pour des entreprises petites, moyennes, pour des collectivités moyennes, voire certaines associations un petit peu structurées qui ont un système d'information, mais qui sont elles-mêmes un petit peu sans trop de ressources internes en termes de système d'information, en fait, lorsqu'il y a un incident, il n'y a personne vers qui se retourner. Donc l'ANSSI a fait ce constat et a décidé de pallier à ça, et donc de mettre en place des structures pour pouvoir répondre à donner des solutions vis-à-vis de cet incident. Seulement l'ANSSI ne souhaitait pas dévoyer quelque part son propre rôle, et donc s'est tourné vers l'ensemble des régions pour proposer que dans chaque région, il y ait alors je commence à dévoiler ce terme de CCERT, mais un centre de réponse à incidents cyber qui soit à la disposition des publics que je vous ai cités, donc PME, ETI, collectivités. Cette proposition a été faite par l'ANSSI il y a quelques mois, c'était au milieu de l'année dernière, et la plupart des régions françaises ont donné suite, on va dire, à la proposition de l'ANSSI. Et donc, après une phase un peu administrative de passage de convention entre nous, on est au moins 7 régions à avoir lancé la construction finalement de ces centres de réponse à incidents. Donc quand je dis on est 7 régions, vous aurez compris que la Normandie fait partie de ces 7 régions. Donc, et ici, donc, je représente le Conseil régional à travers son agence de développement, puisque le Conseil régional a proposé que ce soit son agence au service des entreprises, agence de développement économique, qui porte ce dispositif, puisque c'est un dispositif très opérationnel. Ce dispositif, il a quelle vocation? Il a vocation à être d'abord un centre d'appel, c'est-à-dire vraiment vous aurez un humain, comme on dit, vous aurez un humain au téléphone. Alors, dans un premier temps, au moins en heure ouvrée, puis on regardera après sur les problématiques de type 24/24, mais au moins en heure ouvrée. Mais en tout cas, vous aurez quelqu'un qui répondra, qui prendra en charge l'appel, qui déjà débroussaillera la question de l'entreprise, parce que finalement, c'est peut-être pas un incident cyber, c'est peut-être juste une question finalement. J'ai l'impression d'avoir un message bizarre, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien, finalement, moi, je voudrais me protéger avant même d'être attaqué, qu'est-ce que je dois faire? On prendra aussi ce genre de questions. Mais dans un premier temps, on va déjà traiter cette demande, et si c'est vraiment un incident, à partir de là, de qualifier l'incident. En disant, c'est quoi? C'est effectivement un déni de service, c'est-à-dire que le dispositif ne fonctionne plus. Est-ce que le système a été bloqué parce qu'on demande une rançon? Enfin, il y a beaucoup d'exemples, on en a vu quelques-uns tout à l'heure. Mais déjà, on va qualifier ça. On va un petit peu, je dis bien un petit peu comme le SAMU, on va déjà vous aider à faire les gestes de première urgence. Effectivement, débrancher le réseau, essayer de répondre à quelques questions, essayer si déjà on a un interlocuteur qui a un petit peu de connaissance, de pouvoir peut-être regarder quelques logs ou quelques data, etc. Mais déjà, là, la première question se posera. Notre interlocuteur, est-ce qu'il a des connaissances ou pas? Si c'est le patron de la PME qui appelle le lundi matin, parce que c'est toujours le lundi matin que ça se passe, et qui dit simplement, moi j'ai une grande tête de mort au milieu de l'écran, qu'est-ce que je dois faire? Bon, en fonction de la situation, on essaiera déjà de débroussailler la chose, d'apporter ces gestes de première urgence, et ensuite, si nécessaire, d'orienter vers des professionnels, des prestataires, qui viendront aider l'entreprise à arrêter le problème, tester, alerter, protéger, en gros, c'est comme la Covid, et donc à essayer de remettre le système en état de fonctionnement. Avec un certain temps. Et ça, je le précise tout de suite, le traitement ne se fera pas forcément dans la demi-heure qui viendra, parce que des fois, les traitements sont très longs. Ça peut prendre des semaines après. Mais bon.
En tout cas, l'idée, c'est de vous mettre en relation avec des prestataires, si possible des prestataires de la région d'ailleurs, parce qu'on reste quand même la région de Normandie. Ça serait un peu dommage d'aller chercher des prestataires dans le sud-est s'il y a des gens ici qui savent, ou dans le Grand Est. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de trouver des prestataires. J'ai dû épuiser l'huile, non, ça va. À partir de là, donc, on est en train de construire nous-mêmes un réseau de prestataires. Alors, soit on en a parlé, soit qualifiés par l'ANSSI, ou j'allais dire, ou pas. Et d'ailleurs, c'est un autre travail qu'on est en train de faire avec les prestataires, de les faire monter eux-mêmes un peu en compétences, pour qu'on ait quand même un réseau de répondants qui soit suffisamment dense, on va dire, pour qu'à terme, on puisse répondre à toutes les demandes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Je vous fais même presque un scoop ou une annonce. On présentera ça officiellement dans quelques jours, là, le 12 mai prochain, ici à Rouen, par le président de région, puisqu'on va ouvrir et on sera... je ne sais pas comment c'est le cocorico normand, moi je ne suis pas normand d'origine, mais en tout cas on sera la première région a priori à mettre le système en place effectivement. Les autres régions vont arriver, hein, je vois Bourgogne-Franche-Comté, Aquitaine, etc. Le Grand Est, ça sera plus tard. Oui. Vous avez compris qu'on a quelqu'un de Grand Est. Et donc voilà, le dispositif va être lancé, sera à la disposition des entreprises. Donc on va vous annoncer le 12 mai un numéro facile à retenir. Hein. Alors ça ne sera pas un numéro très court, parce que ça, c'est un petit reproche qu'on peut faire à Orange, mais je ne sais pas si vous savez, mais un numéro en 2 chiffres, ça vaut 40 000 € par mois, donc c'était compliqué. Mais en tout cas, on aura un 0800 qui vous permettra de nous appeler. Et à partir de là, voilà, on prendra en charge pour aider l'entreprise, effectivement, à avoir un niveau de réponse d'urgence, et puis ensuite de pouvoir prendre, par des professionnels, de prendre le sujet à bras-le-corps. Je le disais, pour finir peut-être, on va avoir plein de situations différentes. Le patron de la PME qui n'y connaît rien, qui dit voilà, je suis dans une situation bizarre, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça peut être aussi si l'entreprise a un responsable informatique ou est en relation avec un prestataire informatique, on aura aussi un travail à faire avec ces professionnels de l'informatique-là, mais comme on le disait tout à l'heure, qui sont eux-mêmes pas forcément encore formés à la partie cyber. Donc c'est un autre travail qui va être fait aussi, hein, de faire monter aussi en compétences des professionnels du numérique, on va dire. Et puis on peut aller jusqu'à effectivement être en contact avec un RSI, mais l'attaque étant tellement forte ou tellement bizarre que même un RSI, c'est-à-dire un responsable de la sécurité des systèmes d'information, lui-même pourrait être en difficulté, auquel cas notre rôle sera aussi de réorienter soit vers des professionnels, soit vers l'ANSSI elle-même, parce que là on va être sur des hauts niveaux d'attaque. Donc oui, on a toute une gamme d'attaques qui sont possibles. On a une réponse surtout nous de proximité, hein, qui est portée sur un service de type pas service public, mais de service d'intérêt général, mais qui a vocation à vous aider à trouver une solution dans le domaine cyber. Et puis, comme on est en relation avec plein de prestataires, vous pouvez aussi finalement, je ne devrais pas le dire trop fort, mais vous pouvez aussi nous appeler si simplement vous voulez entamer une démarche d'amélioration continue de votre démarche cyber dans l'entreprise, parce qu'on va aussi connaître des entreprises qui font de l'audit, des gens qui font du test, des gens qui font de l'accompagnement au plan de reprise d'activité ou au plan de continuité, donc de l'organisation sur la cyber, aussi des gens qui sauront faire de la judiciarisation, c'est-à-dire comment porter plainte, dans quel contexte, etc. Donc on est en relation avec des avocats, avec des experts comptables, parce que je ne sais pas si vous savez, mais maintenant le métier d'un expert comptable, c'est surtout de faire du système d'information, et peut-être un peu moins de comptabilité. Donc ça, pour pas mal d'entreprises, c'est le premier partenaire de proximité, donc c'est vrai que certains se positionnent pour aider à ça aussi. Éventuellement, vous pouvez d'ailleurs être assuré, donc votre assureur joue aussi un rôle. Mais nous, on a fait une enquête auprès des PME. Est-ce que vous êtes assuré contre les risques cyber? Déjà, il y a 66% des entreprises qu'on a testées, des PME, qui nous disent « je ne sais pas ». Donc c'est une première question peut-être à se poser, par exemple. Donc on est aussi là pour se faire un peu de sensibilisation, hein, de vous aider à vous poser peut-être les premières questions de base en disant « est-ce que je suis déjà un minimum un peu protégé quand même ?» Soit en attaque, soit en après-coup, quoi, même. Mais sachez que les assureurs ont largement changé leur fusil d'épaule sur la cyber, hein. Où avant, ils prenaient beaucoup de choses en compte. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de contrat dédié cyber, entre guillemets, vous êtes mal. Donc voilà aussi le service qu'on va pouvoir apporter. Hein, c'est pas simplement répondre à un incident vraiment normativement, mais d'avoir un peu aussi une approche globale avec l'entreprise. Et cette approche globale va nous servir nous-mêmes aussi à faire du feedback de l'incident pour pouvoir alimenter des bases nationales, pour pouvoir aussi alerter. C'est pour ça que nous, la notion de réseau de sous-traitance est important aussi, de pouvoir alerter d'autres entreprises, par exemple, en disant attention, il y a ce type d'attaque qui est en train de se déployer. Si l'entreprise est d'accord, on pourrait même envisager de dire on peut essayer d'alerter les réseaux de fournisseurs ou de sous-traitants de cette entreprise-là, hein, avec l'accord bien entendu de l'entreprise. Il y a plein de schémas possibles qu'on est en train d'envisager. Donc voilà ce que l'ANSSI nous propose de mettre en place et qu'on va ouvrir, donc, je vous le disais,
le 12 mai prochain. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Alors, si je résume tout ce qui a été dit, effectivement, l'attaque cyber, ça s'adresse à tout le monde, ou en tout cas, tous les industriels, tout le monde, on sera tous plus ou moins, il y a toujours un risque d'une attaque. Premier point. Deuxième point, la formation est un élément important. Il faut sensibiliser son personnel, et pas uniquement technique, mais effectivement l'ensemble de son personnel. Les relations sous-traitants, offreurs de solutions sous-traitants sont aussi importantes, et il doit y avoir des exigences cyber. On doit intégrer les exigences cyber dans les cahiers des charges, très important aussi. Lorsqu'on est confronté effectivement à une attaque, eh bien, il faut déconnecter le réseau, ça vous avez retenu, mais par contre il faut laisser les équipements branchés. Il y a effectivement des organismes type CCERT et autres qui sont là aussi pour vous aider. Donc c'est assez intéressant parce que c'est quand même assez rassurant de voir qu'une attaque cyber, comme on sait que ça arrive en général, on s'en rend compte le lundi, sachant qu'elle a eu lieu le vendredi, on n'est pas tout seul. Donc il faut avoir effectivement ce réflexe aussi de communiquer, ou en tout cas d'appeler les bonnes personnes. Pensez au côté réglementaire, c'est-à-dire que quelque part, des fois il faut être prévoyant. Il ne faut pas uniquement se contenter de déployer son équipement, il faut aussi regarder au niveau des normes, des réglementations, qui sont des guides très importants qui permettent effectivement de manière méthodologique à prendre en compte le risque cyber dans son activité. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Si je peux juste rajouter une petite chose, c'est qu'on a la chance d'être normand. En Normandie, on n'est pas seul. C'est un peu la problématique de RSSI. Il est souvent tout seul devant son PC ou devant sa problématique. En Normandie, on a l'occasion de pouvoir être accompagné par le CCERT. On a un CLUSIR, on a une charte des prestataires. Voilà. Donc il y a plusieurs associations, organismes, etc. qui existent en Normandie. Et ça permet de pouvoir échanger entre nous et de pouvoir se faire accompagner de façon assez sympathique. Merci, j'avais effectivement oublié le CLUSIR et le CLUSIF, et puis aussi tous les autres personnes. Des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais aussi les services de police, notamment la DGSI qui fait un travail énorme en matière de sensibilisation. Si je peux rajouter, effectivement, j'étais ce matin avec la gendarmerie régionale, parce qu'on a une grosse collaboration qui est en train de se mettre en place avec la gendarmerie, avec la police judiciaire, parce que la judiciaire et sa institution, il faut porter plainte, ils le font. Mais sachez que ces structures-là ont eux-mêmes des experts de haut niveau, et qui peuvent faire, ils font de la sensibilisation, ils peuvent faire, puisqu'ils ont de l'investigation à faire, et ils ont effectivement des gens extrêmement compétents qui sont prêts, sous certaines conditions certes, mais à mettre à disposition des entreprises, pas seulement en cas d'incident, mais un petit peu en amont pour un petit peu faire des études de cas. Donc je crois que c'est important effectivement de dire qu'on a un vrai écosystème, comme on dit, de gens qui sont à disposition pour aider les entreprises. Et je rajouterais aussi, on a pas mal de démarches. Il y en a une qui est là, par exemple, sur le salon de filières industrielles au sens thématique. Vous avez, par exemple, la Sotrabank qui est présent sur le stand ici avec une quinzaine, 17, je crois, entreprises présentes. En Normandie, vous avez une filière aéronautique, automobile, pharma, etc. Ces filières-là commencent à avoir des actions si spécifiques. Je pense à l'aéronautique en particulier, une grosse action de fonds pour leurs membres, pour les accompagner aussi, en payant des audits, en les accompagnant à la mise en œuvre, etc. Donc, on pouvait aussi vous tourner finalement vers votre filière de référence qui commence à s'intéresser très très sérieusement au sujet aussi. Et puis des structures comme Captronic. Oui, bien sûr, Captronic. Bon, pour ceux qui veulent se former en complément de ce qui se passe au niveau de l'université du Havre, effectivement, nous avons effectivement un grand plan de formation autour de la cyber, notamment cyber industrielle, et puis aussi des formations très techniques où on vous apprend à prendre le contrôle d'un IoT, à pirater un IoT, parce qu'il faut aussi savoir le faire. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui fait du piratage, on connaît les règles de piratage, on peut se protéger d'un truc. On va vous apprendre à pirater, à prendre le contrôle d'un IoT. C'est assez rigolo. Ça marche bien, moi je le fais assez souvent, donc c'est assez rigolo. Prenez le contrôle de votre voiture, de votre porte de garage, de votre voisin, enfin c'est des trucs assez sympa. Donc il y a aussi des formations, aussi bien orientées à IoT, SI, et puis surtout au 62 443. Ça, c'est des choses à suivre. La parole est à vous. Avez-vous des questions? C'est le moment. Ah oui, j'en étais sûr. Vous voulez dire que je suis bavard. Ma question, c'était par rapport aux régions. Alors moi, je ne dis pas Grand Est, je dis Alsace. Je suis région Alsace. Si vous me permettez, je suis né à Colmar et j'y ai passé 20 ans. Donc. Pourquoi est-ce que certaines régions sont réticentes et que ce n'est pas un plan global au niveau du territoire? Première question. Et puis une deuxième question un peu plus pratique. Que pensez-vous de ces fameuses stations de décontamination des clés USB?
Je vais peut-être répondre à la question politique. Et je laisserai la question technique aux autres. Et j'aurais du mal à répondre sur les autres régions. Parce que alors dans la démarche qu'on a mise en place, l'ANSSI nous a proposé une incubation à l'ensemble des régions qui sont engagées et puis à toutes les régions à terme. Donc on est déjà au moins 7 régions et on se retrouve une fois par semaine. Et moi, je ressens une vraie volonté globale de mettre ça en place, au moins dans ces 7 régions qui sont parties à l'avant. Mais encore une fois, dans quasiment toutes les régions. Les autres sont un peu plus loin dans le temps, mais vont arriver. Après, il y a quand même quelques régions qui, même avant nous, la Normandie, avaient mis en place en fait une feuille de route cyber complète qui aborde tous les sujets, avec une volonté de venir soutenir ces démarches auprès des entreprises par des abondements financiers, bien sûr, c'est le rôle un peu premier des régions, mais aussi par la mise en place de dispositifs d'accompagnement, etc. Donc, alors pour la Normandie, c'est vrai qu'il y a une volonté. Notre président, il en parlera lui-même le 12 mai, mais on est parti parce qu'on avait un retour d'expérience assez fort qui date de très loin, ça peut vous sembler un petit peu déconnecté, mais sur l'intelligence économique. Et en partant de l'intelligence économique, on s'est rendu compte que la sécurisation de l'information était très importante. Donc quand la cyber est arrivée depuis 2-3 ans de manière très forte, quelque part il y avait un espèce de terreau fertile au niveau politique ou stratégique de la région de dire il y a une vraie démarche. Donc à partir de là, lorsque la proposition de l'ANSSI est arrivée, ça a été un déclencheur. On avait quelques initiatives sur le site de Catronic. Vous verrez qu'on avait mis en place une charte cybersécurité depuis 2-3 ans. Mais en tout cas, ça a été vécu comme un déclencheur en disant oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc il y a cette notion de centre de réponse qui s'est mis en place. On est en train de réfléchir, ça devrait aboutir d'ici la fin de l'année à une vision très globale qui s'appelle un campus cyber, qui est une initiative nationale aussi. Et là aussi, la plupart des régions sont en train de se lancer dans cette démarche de campus. Donc globalement, je pense à l'ensemble des régions que je connais, il y a quand même une volonté assez forte. Alors après, il y a peut-être des disparités dans l'Est, je ne sais pas. On en a parlé tout à l'heure un peu entre nous. C'est peut-être pas une volonté moindre, c'est peut-être un temps différent. Je vais peut-être le voir comme ça. C'est-à-dire on prend peut-être un peu plus de temps dans l'Est que ici où on a une volonté d'aller très vite. Je ne veux pas faire de... je suis mal placé, je suis pas légitime pour parler de ça. Mais oui, c'est vrai, ce que dit Charles à côté, vous l'entendez pas, mais il dit c'est vrai qu'on est sensibilisés aussi. On est une région industrielle. Vous savez qu'on est la première région industrielle de France. Pas de remarque, donc j'ai pas besoin d'étayer l'argument. On est la première région par son PIB industriel. Et effectivement, la vallée de Seine, etc., on a aussi une grosse culture de protéger son patrimoine industriel. Donc la cyber en fait partie. On en a parlé depuis une heure. Oui. Écoute, Charles, continue. Oui, oui, rapidement. La Bretagne qui est aussi très avancée, c'est le domaine militaire. Ils sont très, très à la pointe au niveau militaire. Donc chaque région a... Par rapport à son profil industriel et par rapport je dirais aux richesses industrielles qui sont siennes, va plus ou moins vite. En fonction, c'est vraiment, mais c'est toujours ça. C'est toujours nos clients qui nous font avancer. Donc, on avance en fonction d'eux, quoi. Oui, pour les clés USB. Alors, moi, j'en pense que du bien. Oui. 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 Oui, ça marche. Oui, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. Oui, ça marche très bien, ça marche très bien. Donc vous avez, moi j'en connais 2 qui fabriquent ce type de clés, dont l'un est certifié par l'ANSSI, l'autre pas est en cours de certification. Vous passez plusieurs antivirus au niveau de la clé et derrière vous avez la clé qui est blanche, qui est propre, quoi. Alors après, ça doit toujours s'accompagner de toute façon d'une procédure. La cybersécurité, c'est 30% de technique, 70% d'organisationnel. Donc, si vous avez un sas de décontamination de clé USB et que vous faites n'importe quoi à la sortie, autant pour en avoir, c'est mieux. Ça fait faire des économies. Donc, toujours, cette partie organisationnelle doit arriver juste derrière. En complément, je dirais que ça rejoint un peu les règles d'hygiène de l'ANSSI, puisque quelque part, c'est les changements de mot de passe, c'est supprimer les comptes quand les gens sont plus là, c'est ne pas s'amuser à mettre une clé USB n'importe où, c'est quand vous êtes sur un salon ici, et c'est l'exemple, quand vous êtes sur un salon, vous venez avec votre PC de boulot, ne vous amusez pas à mettre la clé USB de votre collègue qui est à côté du stand, qui est peut-être un concurrent, pour regarder ce qu'il vous a laissé, parce qu'on ne sait jamais, enfin voilà, après il ne faut pas tomber dans la parano, mais il y a des règles d'hygiène assez simple à avoir. Et effectivement, la gestion de clé USB en fait partie, l'humain en fait partie. C'est comme les docks, comme les systèmes informatiques où on va virtualiser effectivement des environnements, ne serait-ce que pour
pour tester. Par exemple, je sais qu'à l'INRIA à Nancy, puisqu'il y a un laboratoire de haute sécurité où j'y vais assez souvent, il y a des PC qui sont complètement isolés et qui servent en fin de compte à faire de l'analyse de code de virus. On est obligé de les isoler. Alors c'est assez intéressant parce que c'est vrai que je ne peux pas l'amener, mais j'ai un accès où on voit effectivement les attaques en direct et puis au niveau des ports, puisqu'il y a ce qu'il appelle des pots de miel qui permettent de voir un peu ce qui se passe. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fin de compte, comme la photo qui a été montrée, il y a vraiment du code qui circule un peu partout, quoi. Et il faut faire attention. Voilà, il faut juste être prévoyant. D'autres questions? Je suis sûr qu'il y en a d'autres. J'en étais sûr aussi. Je le voyais venir. Oui, mais j'avais une question relative RID. Et je voulais savoir si la 303-645, elle s'appliquait, elle allait bientôt s'appliquer, parce qu'en fait, on est en train de voir, notamment aux US, on a de plus en plus d'attaques par l'OT plutôt que par l'IT. Et souvent, quand on regarde les capteurs, la sécurisation des capteurs, oh ben mon cher monsieur, un capteur de température, qui va vouloir récupérer la température? Par contre, bon, comme moyen d'entrée dans le système d'information, c'est un très bon moyen. Donc, j'aimerais bien savoir un petit peu, parce que nous, il y a des groupes de travail maintenant, par exemple du Griot avec le CT2, sur lequel les gens sont en train de collecter des informations pour s'entraider et voir les bonnes pratiques. Donc 303-645, OT, j'aimerais bien avoir votre éclairage. Bon, je vais y répondre puisque c'est un petit peu dans mon domaine. Donc la 303, c'est comme la 102-443. Sont des normes avec des exigences qui ne sont pas toujours très techniques. Il y a des exigences techniques, mais elles ne donnent pas quelque part les moyens techniques, physiques ou d'architecture électronique pour protéger son IoT. Et en plus, ces normes-là, ce ne sont pas forcément des normes régaliennes, donc avec une obligation légale. C'est pour ça que la directive RID est en train d'évoluer pour intégrer des exigences cyber. Mais vous avez raison, dans le fond, il n'y a pas d'obligation, je parle bien au niveau légal, il n'y a pas d'obligation de mettre sur le marché des produits IoT sécures, ou dans lesquels il y a des exigences de cybersécurité. Il n'y a pas d'obligation légale. Voilà, c'est clair que c'est là où il y a une faiblesse pour l'instant. Ça va peut-être changer dans les années à venir, mais il n'y a pas d'obligation légale. Donc après, c'est dans la relation sous-traitant-fournisseur de mettre en place les barrières qu'il faut. Et là, on va s'appuyer sur effectivement cette norme que vous dites qui est quand même très orientée IoT, produit grand public quand même, la 303, et puis la 62-443, qui elle est très orientée industrie. Alors, pour être clair, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette 62-443 parce que c'est quand même assez lourd à mettre en œuvre. On parle de zone de DMZ, on parle d'analyse de risque, on parle de différents niveaux, on parle aussi de safety, de stratégie, effectivement, puisqu'on part d'en haut, c'est-à-dire de mettre en place un programme de sécurité, et puis après on descend de plus en plus vers effectivement les objets connectés avec différents niveaux de sécurité. Maintenant, ça reste à l'initiative des industriels. C'est aux responsables de la ligne de prod, c'est à l'industriel, au chef d'entreprise, de mettre en place une stratégie cyber. Là, par contre, on ne peut pas faire autrement. C'est une décision stratégique de l'entreprise. Pour l'instant, la seule obligation légale qui va arriver au niveau des concepteurs, sont les évolutions de la directive RID dans 30 mois, donc soyez patients dans 30 mois, où là, effectivement, il va y avoir une obligation légale d'intégrer des exigences cyber. Mais là, on est en période transitoire de 30 mois, puisque le décret, la modification du décret est sortie mi-janvier. Donc, on a 30 mois de période de transition pour faire une mise à niveau. Maintenant, ça reste quand même un travail de concepteur, de bureau d'études, de fabricants de machines, d'intégrateurs et autres, d'intégrer effectivement des exigences cyber. Et là, on en vient effectivement aux fondamentaux du métier, c'est-à-dire que ça se passe au niveau des formations, au niveau des écoles. On doit former maintenant les ingénieurs à intégrer les exigences cyber. C'est indéniable. Hein. Quelqu'un qui fait de l'électronique ou du code, s'il n'a pas une formation sur la cyber, c'est un risque. C'est aussi au niveau des acheteurs, au niveau des gens qui s'occupent des lignes de production, d'obliger effectivement leurs sous-traitants à intégrer de la cybersécurité. C'est au niveau, à la tête de l'entreprise, au niveau du dirigeant, de dire attention, moi je veux effectivement mettre en place une stratégie cyber pour mon site. Et puis c'est aussi effectivement une formation permanente au niveau du personnel, de sensibilisation, pour pouvoir sensibiliser le personnel. Je veux dire, on peut mettre tout ce qu'on veut en matière de cyber. Si on permet à la secrétaire de cliquer sur le mail qui ne va pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Effectivement, moi je suis régulièrement confronté à la problématique.
la cybersécurité, c'est un coût. C'est un coût pour le fabricant qui vous délivre le matériel parce qu'il a mis un soin particulier, il a passé des normes particulières pour avoir un produit add-on. Et au final, quand on est sur des appels d'offres publics ou qu'on est sur des gens peu regardants, on ne sait pas faire redescendre ce coût-là. C'est contre-productif presque pour un fabricant d'avoir des produits trop qualitatifs en termes de cybersécurité. Donc, mais c'est malheureusement ce que je constate aujourd'hui. Hein. Je trouve ça déplorable, mais c'est comme ça. Donc effectivement, la formation, c'est quelque chose. Mais je pense qu'il y a vraiment une réforme de fond à faire partout, dans le domaine public, dans le domaine privé. C'est à un moment donné, mais arrêtons franchement d'acheter du prix, acheter de la technicité, imposer de la technicité. Et ceux qui ne veulent pas y aller, ils vont mourir de leur belle vie. Et ceux qui sont aujourd'hui vertueux, vont continuer à faire leur métier de façon vertueuse comme ils l'ont toujours fait. Donc à un moment donné, c'est la responsabilité de chacun de faire les bons choix et de ne pas acheter du chinois. Je suis désolé, hein. C'est pas corporate, mais je vais vous le dire. Si vous voulez pas de backdoor, vous commencez par pas acheter de chinois. Et vous n'aurez pas de backdoor, même sans parler de normes. C'est un peu l'idée. Et c'est comme ça pour plein de choses. Et il faut juste se responsabiliser et dire, y a des choses que je vais m'interdire de faire. Et tant pis, je mettrai un petit peu la main dans le porte-monnaie pour... Mais c'est pour du mieux pour plus tard. Pour terminer, pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, une entreprise est venue nous voir parce qu'il avait un souci avec son électronique, son IoT. Et en ouvrant le capot, on s'est rendu compte qu'il y avait un ETMega dedans. Donc, en grosso modo, il avait fait appel à une start-up. Alors, j'ai rien contre les start-up. Ils avaient pris un Arduino, ils l'avaient redesigné différemment avec un ETMega et ils avaient vendu ça comme étant un IoT. Donc, c'était un contrôleur de vanne. C'est tout. Et il l'avait acheté. Et l'industriel l'avait acheté. Enfin, il en avait même mis plusieurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu. Et merci pour les intervenants.